Bon, je pense qu'on va démarrer. Oui, Hugo est là, Aurélie est là. Il y a déjà, vous êtes déjà un peu nombreux. Donc, bienvenue pour cette deuxième session. Donc, j'en profite pour rappeler que ce cercle est voilà, en démarrage. On a fait une première session le 23 mai, qui était une session d'ouverture croisant Fondation nationale, c'était la Fondation RTE, et fondation locale ou ancrée, qui était la Fondation de Lille, Delphine Van de Voorde. Et là, l'idée des sessions, celle-ci et celle de septembre, c'est vraiment de faire des focus sur des figures différentes de fondations ancrées sur les territoires. C'est donc notre sujet du jour, et de fondations nationales dédiées ou intéressées ou intervenant sur le territoire. Et ça sera notre session du 21 septembre. Oui. Voilà, 21 septembre, 16h, 18h. L'idée, là, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelques... Alors, vous rappelez quand même que si vous souhaitez prendre connaissance du compte-rendu de la première session, elle est disponible sur le site du CFF. Donc, vu qu'on a pris 10 minutes de retard, c'est là-dessus que je vais faire une impasse. Je ne vais pas vous rappeler ces sujets. Mon enjeu, c'est de vous amener beaucoup plus sur la question des fondations ancrées et poser un certain nombre de questions qui tournent autour de leurs organisations, de leur mode d'intervention sur les territoires. On est dans une séquence qui s'appelle « Lire les territoires ». Donc, c'est vrai que cette question, bien sûr, on est centré sur Fondation, mais cette question de la diversité des territoires, elle doit être également très présente dans nos échanges. Donc, je fais un petit clin d'œil à nos intervenants. Vous n'hésiterez pas à nous briefer sur les territoires sur lesquels vous intervenez. Et je pense que ça va être très en lien avec ce qu'on va se dire aussi sur force et écueil de l'intervention de Fondation ancrée sur le territoire. Et juste pour venir avec vous sur les éléments du cercle, rappeler rapidement que on n'a plus le support, c'est normal? Tu peux partager. Voilà, ça va venir. Vous rappelez rapidement que 3 objectifs à ce cercle, qui est prévu pour une durée de 3 ans. Un premier objectif, c'est se doter de clés de lecture des territoires pour mieux organiser son intervention et sécuriser sa portée. Le pari que je fais derrière, c'est que vos témoignages croisés et nos analyses partagées vont nous aider à nourrir en fait ces clés de lecture. Deuxième objectif, c'est de pouvoir s'appuyer sur la diversité des postures, des pratiques et des expériences des fondations sur les territoires. Et puis, co-construire non pas une ingénierie philanthropique, parce que je pense qu'il n'y en a pas une, justement, en raison de cette double diversité et des fondations et des territoires, mais essayer de se donner des points de repère sur des ingénieries philanthropiques dédiées au territoire. Après, quand on dit dédié au territoire, évidemment, ça vient poser la question de nos perceptions du territoire et des territoires d'action de chacun. 2 séquences. Là, on est dans Lire les territoires, et à partir de décembre, on sera dans une deuxième longue séquence qui est justement dédiée à cette question de co-construire des ingénieries ensemble, et donc d'aborder un certain nombre de sujets qui peuvent aller de la question gouvernance des fondations et gouvernance territoriale, puisque un certain nombre d'acteurs se préoccupent, et on a un certain nombre de clés de lecture sur les enjeux de gouvernance territoriale. De venir sur les questions utilité et impact social en territoire, parce que là aussi, ça fait partie des enjeux importants. De venir sur des sujets dont je sais qu'ils vous tiennent à cœur, comme la question du mécénat collectif ou du fundraising. Ensemble, et puis de s'offrir une ouverture à la dimension européenne, puisque un certain nombre de pays, y compris des pays transfrontaliers, ont des secteurs philanthropiques plus ou moins développés, et surtout, pour certains, comme l'Allemagne ou la Suisse, avec on va dire des secteurs de community foundation,
des réseaux de community foundation extrêmement impliqués. Donc, ça sera intéressant d'aller aussi partager de l'expérience. Donc, il y a un voyage d'études qui est envisagé à échéance automne 2023 dans cette perspective. Je peux passer la diapo. Ce cercle, il démarre. Et donc, simplement, vous rappeler rapidement ce qui est un peu en perspective dans la vie du cercle. Ce n'est pas seulement une session de 2 heures tous les mois et demi. L'idée, c'est que ce soit un lieu un peu d'animation de réseau. Et donc, je vais m'appuyer sur le réseau des correspondants en région du CFF pour pouvoir produire des échanges, débats en région. Et donc, simplement, j'en profite pour vous rappeler qu'aujourd'hui, il y a 6 correspondants régionaux, Delphine Van de Voort sur Lille, Pascal Imbert sur Angers, Carmen Sanchez sur Lyon, Marianne Sportes sur Montpellier, Joël Echevarria sur Toulouse et Pascal Stéphane sur la Bretagne. Vous trouverez le lien et leurs coordonnées sur le site du CFF. En tous les cas, moi, je commence à travailler avec elles, donc tout ça va se faire dans le temps. Elles et eux, pardon, de tout mettre au féminin, pour pouvoir organiser des réunions décentralisées. Cette animation de réseau, c'est aussi de l'animation ciblée, c'est-à-dire l'idée, c'est par exemple sur une perspective européenne, je vous fais un gros clin d'œil à Jean-Damien Collin, par exemple, ou sur certains sujets ou certaines entrées comme les fondations familiales, par exemple, avec un esprit de famille. L'idée, c'est d'organiser des sessions dédiées pour qu'on puisse aller sur des entrées spécifiques et nourrir le cercle à partir de ces débats que je vais appeler décentralisés. Et puis, il y a l'idée de à la fois mobiliser des témoignages et à la fois de travailler sur des études de cas. Et donc, ces études de cas, je les entame. Les 2 premières, je suis en train de les travailler justement avec Hugo Arnaud, qui est présent pour Terre de Liens et la Fondation Terre de Liens. Et merci de votre présence et de votre intervention. La Fondation, la Fédération nationale des caisses d'épargne. Et donc, merci également de votre présence et de cette opportunité d'étude de cas. Je remercie aussi Aurélie Reder de Metz Mécène Solidaire qui est présente pour intervenir avec nous aujourd'hui. Dans le petit, vous voyez en bas de ma petite diapo, il y a un partage d'actualité. Alors l'idée, bien sûr, moi, je peux repérer des choses, mais c'est aussi de le nourrir ensemble, ce partage d'actualité. Donc, ça sera l'occasion d'un premier tour de table. Je ne vais pas monopoliser la parole non plus. Juste vous dire qu'il se trouve qu'aujourd'hui même, c'est la rencontre du pôle régional du mécénat dans les Pays de Loire. Donc, il est possible qu'on n'ait pas beaucoup de gens de l'Ouest pour cette raison aujourd'hui à cette réunion. Ça fait partie des espaces d'animation en région. Et je pense que ce cercle est tout indiqué pour pouvoir justement essayer de partager des choses qui se passent en région et pour pouvoir travailler sur aussi de l'interterritorial autant que de besoin. Vous dire que les sujets sur lesquels on travaille, et notamment la question évidemment des ingénieries philanthropiques sur les territoires, depuis quelques années, la question des territoires est devenue un objet d'attention important. Et donc, autant dans le champ de l'action publique que dans le champ de l'action privée, nous avons un certain nombre d'acteurs qui… Pardon, j'étais un peu dispersée. Nous avons un certain nombre d'acteurs qui produisent et réfléchissent sur la question de l'ingénierie sur les territoires. Et donc, je pense qu'il faut aussi s'en nourrir. Je donnerai pour exemple l'Association nationale des pôles territoriaux et pays, qui est un organisme public qui a par exemple pour objet de produire un guide pour enjeu, de produire un guide sur l'ingénierie publique territoriale de projets. On a aussi des acteurs, des think tanks dans notre secteur, comme la Fonda ou comme le Rameau, qui organisent un certain nombre d'événements ou d'activités. Concernant la Fonda, ils ont fait une université d'été les 10 et 11 juin autour du faire ensemble et de la co-construction sur les territoires. Et donc, je pense qu'il est important d'aller sourcer, aller puiser un peu ce qui s'est dit.
De la même manière, le rameau prévoit une journée le 5 juillet, je crois, autour de cette question de la catalyse territoriale. Hein. Ils animent notamment un réseau de près de 350 catalyseurs territoriaux et on a le plaisir de les accueillir le 5 juillet à la Fédération. Peut-être tu pourras d'ailleurs relayer l'invitation. Ça marche. Voilà, on pourra vous passer l'info. Vous dire aussi que dans le champ, alors quand on dit fondation et territoire, il y a, on va dire, au milieu de cette diversité, quand même deux objets. Il y a un objet historique qui est la fondation territoriale, sur lequel le CFF avait produit une première définition. Je rappelle que ce n'est pas un cadre juridique. En revanche, c'est un cadre conceptuel. Et aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs se préoccupent de la question de la fondation territoriale. Il y a, me semble-t-il, un écart entre le nombre de fondations territoriales développées et l'intérêt, mais aussi éventuellement des difficultés d'interprétation de ce cadre. Du coup, on s'interroge au CFF sur l'opportunité de relancer un groupe de réflexion à ce sujet-là. C'est aujourd'hui une interrogation, je pourrais vous en dire plus en septembre. Et par ailleurs, l'existence même du cadre de la fondation territoriale ne doit surtout pas masquer le fait qu'un certain nombre d'acteurs s'intéressent au territoire dans le champ des fondations, avec des approches relativement diversifiées. Puisque je vous parle des fondations territoriales, vous dire quand même deux récentes créations, et notamment sous l'égide de la Fondation de Lille, et la Fondation de Lille a dédié son objet de fondation abritante à l'abri de fondations territoriales. Et donc, une fondation récente qui s'est créée, c'est la Fondation territoriale Loire-Atlantique en mai 2022. Et plus récemment, la Fondation des territoires, qui n'est pas vraiment une fondation ancrée, mais qui est une fondation qui s'intéresse au territoire, qui s'est créée sous l'égide de la Fondation de Lille, a priori en juin 2022. Voilà. Est-ce que sur ces premières grandes pistes d'actualité, est-ce qu'il y a des actus que vous souhaiteriez les uns et les autres partager sur le sujet qui nous intéresse ? Moi, sur la question des territoires, mais simplement pour vous dire s'il n'y avait pas encore. Alors, je ne sais pas si vous voyez les noms de tout le monde. Peut-être représente-toi, Sylvain. Oui, Sylvain Maschino, responsable RSE, c'est la Fédération nationale des caisses d'épargne. La Fédération nationale des caisses d'épargne, c'est notamment l'organe d'expression de l'épargne. On a pour mission historique d'accompagner le réseau dans la stratégie RSE. Et nous, dans notre stratégie RSE, historiquement, les scénarios, l'engagement, puisque je pars faire l'histoire des caisses d'épargne, on avait une obligation notamment d'investir dans la transformer en politique mécénat et politique mécénat qui est intégrée dans cela. La politique de mécénat est un levier au service de notre stratégie. Structuré dans les territoires, c'est 15 épargnes qui ont une politique dédiée aux besoins du territoire et qui ont on a réussi un exercice, c'est la première fois qu'on peut le faire, à coordonner, fédérer l'ensemble des caisses d'épargne, appels à projet, enfin, 15 appels à projet, des 15 chacune des caisses d'épargne, après qui affine la jeunesse, c'est le logement, jeunesse et handicap. Le projet s'appelle Solidaire avec les jeunes. Merci Sylvain. Je vois que Frédéric et Florian ont proposé d'intervenir. Peut-être Frédéric ? Oui, bonjour. Frédéric Doé, je dirige la Fondation RTE, qui est dédiée aux territoires ruraux. Et que nous sommes intéressés par cette réflexion partagée avec vous. En termes d'actualité, je voulais simplement vous dire que depuis quelques mois,
j'ai le sentiment que peuvent se croiser utilement deux réflexions qui animent le monde de la philanthropie et en particulier les membres du CFF. Première démarche qui est autour de ce qu'on appelle l'approche systémique, et puis cette démarche que nous faisons aujourd'hui ensemble sur les territoires. Et je pense que le point qui peut rapprocher ces deux démarches, c'est que justement, c'est au niveau des territoires que l'on peut avoir des approches systémiques qui ne soient pas, enfin, qui soient ancrées et dont à la fois les ressources et les impacts puissent être mesurés. Il me semble, quelque chose de fécond que d'essayer d'approcher la réflexion que nous pourrions avoir sur nos actions sur les territoires en se posant la question en quoi elles facilitent, elles fondent une démarche qui pourrait être systémique. Merci Frédéric. Florian? Oui, bonjour, Florian Covelli, Institut français du monde associatif. Notre rôle, c'est de renforcer la connaissance du monde associatif. Deux actualités, on a lancé un programme pour soutenir des travaux de recherche dans la région des Hauts-de-France qui s'appelle Univaso. Notamment sur les modèles socio-économiques associatifs, la relation des associations avec les pouvoirs publics mais leurs partenaires, dont les fondations, et puis la question de l'évaluation et de la création de valeur. Et on aimerait beaucoup mobiliser des terrains de recherche philanthropiques. C'est un territoire qui est dense en fondation et en fondation territoriale, donc ça pourrait être très intéressant. Et puis deuxième actualité, on a, et Lucille, mais Frédéric Doé en faisait partie, monter un groupe de travail soutenu par la fondation RTE et par la fondation GRDF avec des acteurs et des chercheurs sur la question de la relation entre fait associatif et territoire. Et on souhaite aller en 2023 vers un programme de financement de travaux de recherche sur ce qui relie le fait associatif et les territoires. Et Lucille, en introduction, tu évoquais la question de gouvernance et gouvernance territoriale, tu évoquais la question de l'utilité sociale en territoire. Ce seront des sujets qui, bien entendu, seront au cœur de notre programme. Alors, recherche sur le monde associatif, mais sur l'écosystème associatif, donc évidemment en lien étroit avec la philanthropie et les fondations. Voilà, c'est tout. Et simplement juste une remarque, quand les intervenants autour de la table parlent, mais loin du micro, on n'entend pas du tout en visio. Ah d'accord, merci Florian. Sylvain, les micros, c'est ça. Donc, on vous invite à prendre les micros quand vous prenez la parole. Est-ce que vous m'aviez entendu sur les appels à projets? Non? Ah non. Je vais refaire une deuxième version du coup. Je disais qu'effectivement, en caisse d'épargne, on a réussi un exercice puisqu'on a un mécénat qui est territorial. Chacune des caisses d'épargne sont autonomes dans leur politique de mécénat. Elle rentre dans une stratégie qui est définie nationalement par la Fédération nationale des caisses d'épargne, puisque historiquement, notre politique RSE s'est structurée autour d'un engagement et d'un financement au service du secteur associatif. Donc le mécénat est un outil au service de notre stratégie RSE. Et donc on vient de lancer le 15 juin dernier, pas un appel à projet, mais 15 appels à projet, donc dans chacune des caisses d'épargne autour de la jeunesse. On a laissé une certaine flexibilité aux caisses, puisque nous, notre sujet, c'est les territoires et leurs besoins, et on voit très bien, comme vous le savez, autour de cette table, que les besoins sont divers selon les territoires. Donc c'est jeunesse, mais ça peut être jeunesse et logement, jeunesse et insertion sociale selon les territoires. Et donc c'est une enveloppe de plus d'1,8 million d'euros au total pour chacune des caisses d'épargne. L'appel à projet s'appelle Utile et solidaire avec les jeunes, et donc vous trouvez tous les éléments d'information sur Internet. Bon, je pourrais peut-être vous renvoyer le lien. Et on le mettra dans le compte-rendu de la page nationale qui permet ensuite, selon les territoires, de pouvoir retrouver l'appel à projet de chacune des caisses d'épargne. Et donc, vous êtes aussi toutes et tous les bienvenus à la journée des pionniers des alliances en territoire que l'on accueille dans nos locaux à la Fédération le 5 juillet prochain. Donc, c'est la 8e rencontre et qui rassemble les 350 catalyseurs territoriaux qui sont animés par le rameau. Donc, on vous enverra également l'ensemble des éléments à ce sujet. Voilà, très clair, dit Frédéric. Merci, je suis contente que si vous nous entendez, on va rentrer dans le vif du sujet parce que l'heure tourne. Ah, excusez-moi, je n'avais pas vu. Oui,
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez. Voilà, excusez-moi pour le retard tout à l'heure. Un tout petit mot peut-être pour... donc moi je suis Charlotte Vanberg, responsable des programmes chez Break Poverty Foundation. Une toute petite actualité, on peut dire, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une actualité, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc nous sommes dédiés à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Et nous travaillons sur ce sujet très essentiellement avec le programme qui s'appelle la dotation d'action territoriale, qui est un dispositif qui permet de créer sur des territoires des alliances territoriales entre acteurs privés, donc entreprises locales, publics, donc collectivités, et associations du territoire. Et en termes d'actualité, pour vous donner un petit point d'information, on en est à près de 25 territoires qui déploient la démarche aujourd'hui un peu partout en France. Et jusqu'à la fin de l'année, on va accompagner entre 10 et 15 nouveaux territoires qui vont se lancer dans le dispositif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire accompagner? Ça veut dire que voilà, on vient finalement transmettre cette méthodologie, cette ingénierie sociale pour créer ces alliances un petit peu partout. Donc, c'est vraiment le moment où, si vous avez des acteurs en tête qui seraient intéressés par le dispositif ou qui aimeraient y prendre part, c'est pas forcément eux qui porteront la démarche directement, hein, de surtout pas hésiter à les orienter vers nous, puisque là, voilà, jusqu'à la fin de l'année, on va vraiment pouvoir accompagner des nouveaux territoires. L'année prochaine, on sera plus dans le suivi des territoires déjà lancés. On travaille déjà avec plusieurs fondations territoriales, notamment la Fondation du Dunkerquois Solidaire, Bordeaux Mécène Solidaire, mais il y a tout un tas d'autres acteurs qui peuvent être intéressés, des acteurs associatifs, des incubateurs, des clubs d'entreprise. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à les orienter vers nous. Et une deuxième toute petite actualité qui sera certainement, voilà, qui vous sera transmise à la rentrée, on aura un événement autour de la publication d'une étude sur le décrochage scolaire, sur les causes du décrochage scolaire. Donc voilà, on va organiser un événement autour de ça, un gros travail pour vraiment aller en profondeur sur le sujet. Voilà. Et au sujet de la DAT, la semaine dernière, nous avions un grand webinaire national, donc on pourra vous le faire suivre si vous voulez. Enfin, le compte rendu avec des petites vidéos résumées, si vous voulez le diffuser. Voilà, ça donnera à tout le monde une petite idée de ce que c'est que la DAT. Merci beaucoup. Oui, je pense que c'est bien. Et puis, on peut aussi imaginer qu'à un moment donné, il y a une intervention en session pour pouvoir présenter justement comment dire, un paradigme méthodologique particulier comme celui de la dotation d'action territoriale. Hein? Ok, est-ce que je vais clore ce moment d'actu, sauf si quelqu'un a encore un scoop à nous passer. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai un peu la course contre la montre. Voilà. L'idée, là, c'est vraiment d'entrer. Vous voyez, j'ai pris en fait des textes qui ont été produits sur la question des territoires et j'en ai fait un nuage de mots. Donc, pour faire un petit clin d'œil à Frédéric et à la question de l'approche systémique, effectivement, on voit un certain nombre de mots-clés qui ressortent. La question des parties prenantes, la question des interactions, la question de l'ancrage. La question des proximités. Alors, il m'a découpé aller, mais c'est aller vers. Et pour mémoire, ça a été un mot-clé quand on a pu travailler ensemble avec la Fondation de France sur un programme expérimental qui s'appelle Dynamique territoriale, que certains connaissent ici. Des mots comme capacité, posture, mais aussi pérenne. Et là, j'ai envie d'entrer avec vous sur, on va dire, deux mots importants qui, pour moi, sont des enjeux par rapport à la question de l'ancrage en territoire. Pierre-Rosan Vallon, qui est un politiste, qui nous parle de la démocratie et qui analyse la démocratie, fait figurer la question de la démocratie de la proximité à côté de deux autres grandes formes de démocratie qu'il appelle la démocratie d'impartialité. Impartialité, vous verrez les instances plutôt de jugement, de contrôle, comme la CNIL par exemple, et puis la démocratie de réflexivité où on a des espaces comme par exemple les conseils économiques et sociaux et environnementaux, qui sont des espaces de réflexion pour alimenter la vie commune et plus globalement la démocratie et les enjeux démocratiques. Et puis, il distingue une démocratie qu'il appelle la démocratie de proximité, pour laquelle il évoque, ce n'est pas un synonyme, mais pour laquelle il évoque une relation extrêmement étroite avec la question de la démocratie d'interaction.
Et quand on parle, alors la dernière session, je vous avais parlé des 4 dimensions de l'approche proximiste. Là, on va s'intéresser beaucoup plus précisément à cette entrée, on va dire, de l'interaction et de ce qu'elle engage. Et là, je vous ai quand même gardé cette petite phrase de Pierre Rosanvallon que j'aime beaucoup, où il dit « La proximité est aussi, je vous invite à garder ces mots-clés, accessibilité, ouverture, réceptivité à autrui, et il rajoute, elle présuppose une absence de dénivelé, une facilité d'interprétation, et elle peut renvoyer aussi à une forme d'absence de formalisme. » La proximité, du coup, ça nous renvoie à une chose fondamentale qui est l'importance du lien direct. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de proximité quand on est en distanciel, là, comme on l'est, on va avoir une forme de proximité, mais quelque part, dans cette proximité directe, présentielle, on a cette question du lien direct et de tout ce qui va se jouer dans le lien direct. Or, les relations sont faites d'un certain nombre de choses, dont des dimensions informelles, dont des dimensions implicites, certains diraient aussi proxémistes, au sens de kinésique, au sens du langage du corps. Et on a vu, par exemple, pour faire référence à ce programme dynamique territoriale que je connais bien, l'importance de la question du bouche à oreille dans la diffusion de l'information sur l'action philanthropique et plus largement d'ailleurs sur une information réciproque sur l'information sur par exemple le tissu associatif, sur les orientations et les évolutions d'orientation publique locale, etc. Donc ça c'est important. Deuxième chose qui est importante, c'est la question de la temporalité. En fait, quand on est ancré sur un territoire, on l'est de manière pérenne. Or, la pérennité apporte des formes d'engagement, des nécessités d'implication relativement puissantes, puisqu'on est là ensemble et on est là pour un certain temps. Donc, ça questionne la façon dont on va pouvoir éventuellement penser son action comme un processus qui s'inscrit dans le temps et sur lequel on peut faire hypothèse que du coup, on peut penser ce processus et on peut développer des dimensions stratégiques à ce processus inscrit dans le temps. Mais ça veut dire aussi que puisqu'on est inscrit quelque part dans le temps avec d'autres avec qui on est en lien direct, il y a aussi potentiellement un certain nombre de choses qui vont se jouer dans les relations. Et là, bien sûr, on peut penser qu'on est toujours dans des alliances dans un monde meilleur, mais ce n'est pas toujours le cas non plus. Il y a un certain nombre d'événements aléatoires ou semi-aléatoires qui vont se jouer dans les approches systémiques, dans les systèmes d'acteurs sur le territoire et qui vont faire que, pour des raisons même exogènes, il y a une tension qui peut se créer sur quelque chose. Il y a donc des conflictualités à créer, mais ces conflictualités, ça peut être aussi des sources d'opportunités. Donc, pour moi, la question d'être ancré, ça nous plonge dans ce monde où finalement la question de l'espace implique le lien direct et la question de la temporalité nous inscrit dans un temps long et que peut-être, à discuter ensemble, ça serait une particularité de ce qui fait, on va dire, le socle de l'intervention de Fondation Ancrée. Donc ça engage un certain nombre de questions, par exemple pour les fondations, par exemple la question de la posture, quelle posture implique cette proximité pour moi? Est-ce que je suis attentiste dans ce système d'acteurs? Est-ce que je vais vers? Pourquoi je vais vers et je vais vers qui? Ça implique aussi des liens nécessaires avec les parties prenantes puisqu'on est en lien direct. Et là, je sais que nos deux intervenants vont pouvoir nous exposer du coup assez rapidement comment s'inscrivent-ils dans ce système de liens. Il faut interroger ces liens. Est-ce que ces liens, y compris pour des philanthropes, sont toujours des liens choisis? Ou est-ce que parfois c'est des liens subis parce qu'il y a des interdépendances nécessaires qui s'imposent à nous?
Est-ce que ça relève d'une stratégie? Est-ce que être ancré, ça veut dire être inscrit dans des réseaux institutionnels, mais est-ce que ça veut dire aussi être inscrit dans des réseaux opérationnels ou informels? Et je le mets au pluriel, hein, et quelles sont les caractéristiques de ces réseaux? Et puis finalement, de ces possibles et de ces contraintes, finalement, à quel ressort et point de vigilance ça nous amène. Et c'est là que je voudrais nous amener ensemble à l'issue, voilà, dans le cours des échanges de cette session. Voilà, j'espère que j'ai été claire. En tous les cas, c'est comme ça que je vous propose d'intervenir. Alors, j'ai interpellé deux intervenants, deux fondations que j'appelle ancrées, mais ancrées de manière assez différente. Donc, le premier temps où je vais leur proposer d'intervenir, c'est de se présenter et de présenter justement comment ils s'inscrivent sur leur territoire dans ce système de relations. On va commencer par Aurélie Reder, qui est déléguée générale du Fonds de dotation territoriale Metz Mécène Solidaire. Et Aurélie, je t'invite du coup à peut-être quand même nous brosser 2-3 éléments de caractéristiques de ton territoire pour qu'on sache dans quel univers tu évolues. Bonjour à tous, merci du coup au centre. Vous m'entendez? Alors, attends, on va peut-être ici dans la salle augmenter le volume. Ah. Est-ce que c'est bon? Donne-nous 15 secondes. La joie de la technique et du mélange du distanciel présentiel. En tous les cas, Frédéric souligne qu'on t'entend très bien. Merci Frédéric. Ça va mieux déjà. Alors quand tu rigoles, ça s'entend, c'est super. Oui, alors bon, ce n'est pas le rire le plus délicat qu'on peut entendre, mais... Est-ce que tu veux que je remette, moi, le son sur l'ordi? Pardon, excusez-moi. Ok. Ah. Vous les voyez sur vos écrans, peut-être en tout cas, vous pouvez vous rapprocher parce que du coup, oui, parce que vous n'avez pas d'ordinateur. Et du coup, vous pouvez venir voir avec moi si vous voulez. Aurélie, est-ce que tu peux essayer de parler? Bien sûr, je peux essayer de parler. On entend très mal. D'accord. Il faut nous donner 20 secondes que le technicien intervienne. C'est l'organisation technique ici dans la salle. Pas de souci. Après, j'en profite pour vous inviter alors à une petite règle de fonctionnement. On va bien sûr faire des échanges, questions-réponses. La place est ouverte pour ça. Hein. Ce n'est pas un cours magistral ici avec 2 intervenants. C'est bien sûr fait pour échanger. Ce que je vous propose, c'est, y compris durant l'intervention d'Aurélie ou durant l'intervention par la suite d'Hugo, de faire figurer d'éventuels questionnements dans le chat, y compris pour ceux qui ont des ordinateurs dans la salle, ce qui nous permettra éventuellement de les relancer quand nous serons à la fin de l'intervention d'Aurélie et ensuite de Hugo. On prendra un petit temps autour de vos questionnements. Bon. Ok, peut-être Aurélie. Tu veux que je fasse une petite chanson, Lucille, pour voir? Vous n'allez pas être déçue en même temps. J'espère qu'il pleut déjà à Paris. Non, je pense que tu peux
Commencer, il nous manque le support. Oui, je pense que, enfin, moi, je t'entends. C'est bon, vous m'entendez bien en salle? On va tendre l'oreille. Je vais essayer de porter la voix sans casser les oreilles des personnes qui sont en distanciel. Merci Aurélie de trouver le ton juste. Je suis sûre que tu le peux. C'est parti? C'est parti. Alors, du coup, pour recentraliser un petit peu notre région et là où opère Metz Mécène Solidaire. Metz Mécène Solidaire donc, a été créé en 2018 et l'idée était vraiment de faire du circuit court du don, de cagnotter du mécénat collectif pour le territoire qui était déjà plus large que les frontières administratives de la métropole, qui était en fait, on va dire, le bassin de vie messin et qui regroupe 300 000 habitants, pour vous donner du coup en tout cas des données. On est sur une envie de faire drainer et ruisseler des dons vraiment sur du local, sur des projets locaux, pour une Moselle donc innovante, solidaire et durable. Donc là, vous voyez que maintenant, on a changé en Moselle, puisque depuis 4 ans, notre périmètre d'influence maintenant est celui du département. Donc, on peut passer à la slide qui vient juste ensuite. Alors, aujourd'hui, c'est 43 projets qui ont été soutenus depuis donc, 2018. On regroupe une soixantaine d'entreprises mécènes et partenaires et on a environ 200 donateurs particuliers. On reviendra plus tard là-dessus, mais c'est vrai que c'est un enjeu de développement, c'est d'aller de plus en plus vers le citoyen, que ce soit par de la philanthropie ou par l'axe du bénévolat directement fléché sur les projets qu'on soutient. On est un acteur qui réunit énormément de personnes lors d'événements. Sur l'année, on a 2 gros événements qui drainent environ 150 personnes à chaque fois et on fait des visites de projets plusieurs fois dans l'année. Donc ça, c'est très important. Et donc, lors de nos appels à projets, donc on a 4 moments d'appel à projets où on ouvre les vannes et on appelle du coup les porteurs, les associations à déposer des projets donc dans nos 3 domaines qui sont la solidarité, l'environnement et le digital. Et on est relayé, en fait. Ces appels à projets sont énormément relayés par l'ensemble de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire en Moselle. Et donc, 4 fois par an, on a aussi des auditions où participent en fait nos grands mécènes et nos administrateurs. Et collectivement, il n'y a pas un administrateur qui a une voix de plus que l'autre. On vote pour le choix des projets qu'on retient. Donc, on a vraiment des auditions où les porteurs viennent pitcher et ensuite, ils viennent défendre leurs idées. Puis, on a également, du coup, un jeu de questions-réponses. On a aussi un accompagnement réellement sur la durée des associations. Depuis 2018, il y a plein d'associations qui sont encore en lien avec nous, qui ont déposé peut-être un second projet, mais même sans second projet, qu'on va aider sur des demandes très, très précises. Comme je disais à Lucille, on fait souvent de la dentelle et je reviendrai sur la dentelle un petit peu plus tard. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Alors, je vous ai donné quelques exemples de projets, mais on va être très rapide. La conserverie locale, c'est une transformation d'invendus alimentaires en produits de longue conservation et c'est des produits alimentaires qui, du coup, sont donnés par la banque alimentaire et qui repartent dans le circuit de la banque alimentaire. Donc ça, c'est vraiment la partie don, en fait, du projet. Et en même temps, pour que le modèle économique soit viable à long terme, ils ont vraiment travaillé avec les producteurs locaux pour vraiment transformer leurs propres produits en leur nom propre pour avoir des ressources et puis permettre ce don. Donc, ils ont vraiment 2 systèmes. Au départ, c'est un projet donc associatif. Maintenant, c'est devenu une SIC. Et donc, on voit qu'on est sur un projet en ligne de crête de l'économie sociale et solidaire. Et c'est un projet qui est assez emblématique parce que c'est des projets innovants socialement et environnementalement parlant qu'on souhaite soutenir. Trucotex, c'est une zone de don et de prêt d'objets. Et les premiers répondants, on est vraiment sur une appli qui recense en fait des sauveteurs, des personnes qui peuvent intervenir sur les accidents cardiaques avant l'arrivée des secours. On peut passer à la slide suivante. Alors voilà, on va passer très rapidement. Petite cantine, qui est un projet que vous devez sans doute connaître et peut-être avoir aussi dans vos propres territoires, puisque du coup, c'est de l'essaimage. C'est une cantine à prix libre avec une énorme mixité sociale pour recréer du lien dans les quartiers et avec des personnes aussi en réinsertion. Le café social est un projet très local au niveau messin pour notamment des Chibani. Donc voilà, on voit qu'on a une large diversité de projets et on peut passer à la slide suivante maintenant également. J'ai l'impression de donner des ordres comme ça, c'est un peu dictatorial.
Alors, l'histoire de MMS sur le territoire, le fait générateur, il vient vraiment d'un chef d'entreprise, mais en même temps d'un directeur général adjoint de la collectivité. Le directeur général adjoint de la collectivité avait vraiment envie de doter le territoire de Metz et de le bassin de Vic-Messins d'un terreau fertile à l'éclosion de projets de l'économie sociale et solidaire. Et il a rencontré donc mon président actuel, André Heinz, qui du coup a été très intéressé par l'objet d'un fonds de dotation territoriale et par l'ADN de faire ruisseler la générosité sur notre territoire en le rendant résilient. Et puis le fait qu'également, il m'ait rencontré dans la collectivité également parce que j'étais responsable du mécénat pour la ville, pour la métropole de Metz et la ville. Et donc forcément, j'avais aussi la technicité pour les accompagner. Et donc c'est cette rencontre qui a fait qu'on a monté Metz Mécène Solidaire il y a 4 ans. On en parlait avec Lucille et on trouvait ça important quand on a fait les premiers rendez-vous. Évidemment, vous doutez bien, donc du coup, dans notre board, dans notre gouvernance, on a des chefs d'entreprise, mais on a aussi des élus locaux. Alors, comme nous sommes un fonds de dotation territoriale, on ne peut pas avoir de fonds publics. En revanche, on a dans nos membres fondateurs la ville, le CCAS et la métropole. Et on fait rentrer en septembre maintenant le département, puisque du coup, le périmètre a grandi. Et donc, quand on s'est retrouvés lors de ces premiers échanges de conseil d'administration avec des élus d'un côté, des chefs d'entreprise de l'autre, on a vu qu'il y avait pas mal de stéréotypes et de préjugés les uns sur les autres. Et donc, du coup, on a fait des séminaires intégration vraiment sur la valeur, ce qu'on souhaitait partager, ce que voulait faire Metz Mécène Solidaire, notre ADN, nos ambitions. On a travaillé avec des techniques de speedboat, enfin voilà, avec des spots, je vous apprends rien, de l'intelligence collective, mais vraiment, c'est des choses qui ont été vraiment fondamentales parce que ça a permis vraiment d'asseoir l'ADN de Metz Mécène Solidaire. Et quand on parle de la gouvernance multipartenariale, on est en train de faire rentrer dans la gouvernance du coup un responsable des donateurs particuliers, enfin du collège des donateurs particuliers et un collège des associations pour être vraiment le reflet en fait de tous les liens que l'on a sur le territoire au niveau de notre conseil d'administration. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Alors, ça nous semblait aussi important de montrer, en fait, comme je vous disais, on est en lien avec le CRIBIGE, avec la CRES, avec le département, la ville. Donc, dans le lien, dans l'écosystème de l'économie sociale et solidaire, avec France Active Lorraine, on est très présent et on est reconnu maintenant depuis 4 ans comme un acteur fort de l'ESS. D'ailleurs, quand on fait des événements, ils sont estampillés économie sociale et solidaire. Et ça, c'est important quand même de reconnaître qu'on a pris notre place maintenant depuis 4 ans. On a aussi des alliances avec les clubs d'entreprises territoriaux. Donc, on en a un sur Metz, mais on en a un aussi sur Rive-de-Moselle, qui est une trentaine de kilomètres plus loin. Et l'idée, en fait, c'est de développer une synergie avec des clubs d'entreprises maintenant de manière plus globale et plus grande pour couvrir le territoire de la Moselle. Et on est également en lien avec un pôle de compétitivité. On a parlé de aller vers parce que ça nous semble fondamental d'aller vers justement les porteurs de projets quand on diffuse nos appels à projets, les clubs d'entreprises territoriaux, l'écosystème ESS diffuse nos appels à projets. Quand on a un événement, ils sont aussi partenaires pour diffuser l'invitation à nos événements. Et c'est aller vers est important parce que on partait quand même de rien au départ il y a 4 ans, donc il faut vraiment qu'on gagne encore en légitimité et en notoriété. Et grâce à ça, grâce à ce maillage et à travailler avec tous ces acteurs implantés avec des populations différentes, on arrive à couvrir pas mal de territoires, même si on a encore beaucoup de progrès à faire. On a des réseaux interpersonnels professionnels assez puissants. Mon président a un réseau assez fort et moi également. Et l'élu aussi qui représente la métropole, qui est notre vice-président, est également très implanté. Et ça, forcément, ça a été un gage de succès au départ, au démarrage de Metz Mécène Solidaire. On a, d'ailleurs, je salue Monsieur Maschino de la Caisse d'épargne parce que du coup, on a dans notre board la Caisse d'épargne parce qu'on a été aidé aussi en mécénat en nature par la Caisse d'épargne pour avoir une collaboratrice pendant 3 ans et demi. On a un partenariat très fort et ils font partie de notre conseil d'administration. Et ça a été permis aussi avec nos réseaux interpersonnels professionnels assez puissants. Et puis donc depuis maintenant 4 ans, on peut dire qu'on est reconnu comme un acteur philanthropique territorial et que de plus en plus d'associations vont chercher de l'argent au département, enfin dans les acteurs publics à la base et pensent à
assez vite à venir ensuite candidater à nos appels à projets. D'ailleurs, quand on fait des études pour voir d'où viennent les associations et comment ils nous ont trouvés, on voit bien que c'est globalement les collectivités territoriales qui aussi nous aiguillent en fait les porteurs de projets pour candidater. Et là, il me semble que j'ai à peu près été pas mal sur ma première partie. Lucie, je n'en dis pas plus et je passe la parole à Hugo. C'est super, c'est vraiment riche, peut-être dense. Je n'ai pas vu de questions dans le chat, mais vous avez quand même la possibilité d'en poser. Oui. Moi, j'ai une question. Bonjour. Présentez-vous. Je suis Catherine Zawodska, je suis responsable mécénat pour la Fondation Recherche Endométriose. Ma question, c'est quand je vois ce maillage du territoire et visiblement l'importance en quantité du nombre de gens que vous impliquez dans ce fonds de dotation à travers ces réseaux, je suis étonnée qu'il n'y ait que 3 objets d'aide. Voilà, vous avez cité 3 causes, solidarité, environnement et digital. Est-ce que c'est parce que c'est un démarrage ou est-ce que vous pensez que ce nombre de causes va aller en augmentant avec l'assise de plus en plus importante de votre fonds de dotation? Merci. Alors là, on est clairement au bout de 4 ans à un palier et on est en train de mettre en place une stratégie de développement d'ailleurs pour la suite. Et je vous en parlerai dans la seconde partie, mais on est clairement à un palier puisque du coup en 4 ans, on a quand même assez grossi. Et puis là, on est en train de grossir au niveau du périmètre, mais on veut aussi mesurer un peu notre développement. Les causes, alors quand on dit solidarité, c'est très large. On a des projets aussi dans la santé. Enfin, on est très large. Après, c'est assez historique aussi. Et là, c'est très territorial pour le coup. On avait écarté par exemple la culture parce qu'il y a une démarche de mécénat culturel portée par la ville et la métropole assez forte. Donc, on ne voulait pas être en concurrence et il y a déjà énormément d'acteurs. Donc, voilà, on avait écarté la culture. Pour l'instant, je vous avoue que dans les enjeux de développement et dans la stratégie de développement qu'on a pour le plan à venir, juste pour les 5 ans à venir, on n'a pas évoquer l'élargissement des causes. Mais c'est vrai qu'avec la solidarité, on arrive malgré tout à avoir un panel très large. D'autres questions? Alors, je ne voudrais pas anticiper sur la suite. Moi, j'aurais juste une petite question complémentaire, Aurélie, sur les appels à projets. Est-ce que du coup, dans l'interrelation avec le tissu associatif, le fait que ce soit des appels à projets et donc des outils relativement sélectifs est une question qui se pose à vous? C'est-à-dire, si tu me poses la question de savoir si on veut continuer à avoir des appels à projets. Est-ce que c'est un outil pour vous porteur? Est-ce que c'est un outil qui a une incidence sur l'interrelation avec le tissu associatif? Alors, je trouve que comme on en a quand même 4, si on en avait 1 ou 2 par an, je pense que ce serait peut-être compliqué. Mais là, avec 4 dans l'année, on a quand même tous les 3 mois une audition qui arrive, qui fait qu'on a quand même une périodicité, enfin, qui fait qu'on est en lien assez direct. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a une des thématiques qu'on choisit avec les pouvoirs publics, avec les administrateurs qui représentent les collectivités. Donc, on a des réunions de travail avec les techniciens de la ville, de la métropole, du département, des centres communaux d'action sociale pour, une fois dans l'année, vraiment cibler sur une thématique sur laquelle on estime qu'il y a une vraie fragilité sur le territoire. Donc ça, c'est aussi, la première année, on avait fait le public adolescent, on a travaillé sur les étudiants et la précarité, pas qu'alimentaire, mais surtout psychologique aussi, liée au Covid. Enfin voilà, on a vraiment travaillé de manière assez fine avec du coup des diagnostics chiffrés que nous ont donné les collectivités pour trouver un appel à projet vraiment là plutôt dédié. Donc on en a 3 libres, solidarité, environnement digital, et on en a un qu'on thématise avec l'aide des collectivités locales. On reviendra peut-être en deuxième partie sur ces espaces, parce que là, on se rapproche de la question de la gouvernance territoriale. En fait. OK. Est-ce que d'autres interventions, questions? Sinon, on va interpeller Hugo. Tu es là, Hugo? Oui, je suis là. Parce que vous m'entendez bien. Pas toujours tout le monde à l'écran, sur mon écran.
Et donc, du coup, pour pouvoir faire le même exercice, c'est-à-dire de la Fondation Terre de Liens et son écosystème, et donc son ancrage sur les territoires. Merci de nous présenter. Merci. Merci à vous de cette proposition d'intervention. C'est vrai que nous, on est, c'est assez différent. On est une fondation Terre de Liens, du coup, qui a un périmètre d'activité au niveau national, mais avec un positionnement géographique du siège qui est dans la Drôme, donc très proche du territoire et lié à notre histoire. Et vous verrez que nous sommes une fondation opératrice plus que distributrice et qui agit en lien avec nos acteurs du territoire. Sur notre action et notre mission sociale, déjà, on est parti d'un constat, c'est la disparition des terres agricoles en France. Vous le voyez sur cette slide. Depuis 1980, on a quasi 6 millions d'hectares de surface agricole qui ont disparu. C'est l'équivalent de plus de 5 départements qui ont disparu en termes de surface agricole depuis les années 80. Et l'enjeu dans les années à venir est encore crucial parce qu'on a 50% des agriculteurs, 400 000, qui vont partir à leur retraite. Et ça veut dire qu'il va y avoir 5 millions d'hectares de surface agricole qui vont être en vente ou dans une phase de transmission. Donc l'enjeu sur la disparition des terres agricoles est essentiel. Ce qu'on voit sur la slide suivante, c'est les trois principales causes qu'on a pu identifier. Terre de Liens, on a été créé, on fête nos 20 ans l'année prochaine, créé en 2003, et on a fait ces 3 constats de la disparition des terres agricoles. C'est l'artificialisation des sols. Vous voyez, on a 44 000 hectares qui sont artificialisés par an. Ce qu'on dit, c'est qu'à peu près tous les 3 jours, tous les jours, il y a l'équivalent d'un terrain de foot qui est artificialisé en France encore aujourd'hui. On a le prix de la terre qui est rentré dans une spéculation aujourd'hui qui est à peu près très difficile à dire parce que c'est très territorialisé pour le coup, mais qui est à peu près en moyenne à 6 000 euros l'hectare. Vous voyez, en 1950, c'était 170 euros l'hectare. La troisième cause, et qui est une des causes principales, c'est le non-renouvellement des générations de paysans, des enfants qui ont vu pour la plupart des parents en difficulté sur cette activité agricole et qui ne souhaitent pas reprendre les fermes. Du coup, Terre de Liens, pour faire face à ce constat-là, ce qu'on voit sur la slide suivante, c'est qu'on s'est structuré pour pouvoir agir et faire de la terre agricole un bien commun pour pouvoir nourrir les hommes et de pouvoir, tout en préservant l'environnement. Pour cette mission-là, on a créé un mouvement citoyen qui lutte contre la disparition des terres agricoles autour de 3 piliers nationaux. On a la Fédération nationale, qui aujourd'hui anime un réseau de 19 associations territoriales qui nous permet de couvrir toute la France métropolitaine et qui travaille sur les sujets de sensibilisation, sur le sujet de plaidoyer et surtout sur nos territoires, les associations territoriales vont agir au plus près du terrain avec l'ensemble des acteurs qui vont intervenir sur la transmission ou l'installation de nouveaux paysans. Donc, ils vont pouvoir identifier les paysans qui souhaitent céder leurs terres, jusqu'à identifier le paysan ou la paysanne qui va s'installer sur un terrain qui va être acquis par Terre de Liens. L'outil qu'on a créé pour acquérir nos fermes, c'est la foncière. C'est aujourd'hui une entreprise, une SARL, qui est à la fois agréée ESUS et reconnue comme bailleur social, qui, grâce à l'épargne solidaire, à 85% de l'épargne solidaire de citoyens, à 15% de partenaires institutionnels, permet de collecter permet de collecter à travers l'achat d'actions de la SARL une épargne et donc du coup de nous créer un capital qui va nous permettre d'acquérir
d'acquérir des fermes terre de liens. Et également, du coup, joue ce rôle de bailleur parce qu'en tant que propriétaire, va pouvoir accompagner et travailler sur... Il y a 3 grands métiers au sein de la foncière qui sont l'acquisition, la gestion locative et la gestion de patrimoine. La dernière structure née au sein du mouvement Terre de Liens, c'est la fondation. C'est donc du coup une fondation patrimoniale qui a cette spécificité reconnue d'utilité publique et qui a la spécificité de pouvoir bénéficier de donations et des legs de patrimoine. C'est-à-dire qu'on a des donations et des legs aussi de patrimoine agricole. Des terres nous sont données ou ils nous sont légués et jouent un rôle aujourd'hui d'acteurs philanthropiques du mouvement Terre de Liens. Donc, on va travailler sur les sujets de mécénat, sur les sujets d'appel à la générosité du grand public, de grands donateurs. On est depuis quelques mois également une fondation abritante et du coup une fondation abritante de patrimoine. On peut avoir à la fois des fondations de flux financiers ou de patrimoine sous notre égide. Et le fait de pouvoir renforcer ces moyens au service du mouvement associatif et donc du coup de nos territoires. Pour vous donner quelques chiffres sur la slide suivante, aujourd'hui, Terre de Liens, c'est environ 300 fermes acquises depuis, là il y a le chiffre 280, bon, on est à 300 dans les derniers chiffres, pour entre 7000 et 7500 hectares préservés, ce qui fait qu'aujourd'hui on est le premier propriétaire du coup de fermes bio. Je ne vous l'ai pas précisé, mais c'est très important évidemment, c'est qu'aujourd'hui la foncière est un bailleur qui, du coup, où on inclut dans notre bail ce qu'on appelle un bail rural environnemental, ce qui nous permet de garantir que les fermes, si elles soient toutes en bio, si elles ne le sont pas au moment de l'acquisition, il y a un passage en bio qui se fait, et également d'aller plus loin à travers la protection de la biodiversité et de l'environnement de manière générale sur nos fermes. Et donc aujourd'hui, ce qui nous fait être le premier propriétaire de fermes bio en France. On a plus de 420 paysans et paysannes installés sur nos fermes. Et ce travail se fait grâce à 34 000 citoyens et citoyennes mobilisés à travers le don, à travers l'épargne, mais également sur le terrain. On a plus de 1000 bénévoles qui accompagnent le travail des associations territoriales. Ce qui est important, c'est que je vais vous donner les 3 grands axes stratégiques qu'on développe au sein de la fondation Terre de Liens. Il y a le premier axe qui est de généraliser notre action pour démultiplier notre impact. Par cet axe stratégique, on va renforcer notre stratégie d'acquisition, ce qui fait que sur les 300 fermes que je vous ai citées, dont est propriétaire Terre de Liens, il y en a 32 qui appartiennent à la fondation et qui nous permettent de garantir cette vision de terre en tant que bien commun. Donc, à travers cette généralisation de notre action, on va également, du coup, notre objectif, ça va être d'élargir notre cercle d'influence et d'expertise avec des partenariats, que ce soit avec des acteurs privés et publics, de développer des moyens innovants. Je vous disais qu'on est fondation abritante depuis pas longtemps, on est en train de finaliser une stratégie grand donateur et on va avoir l'objectif d'accroître la notoriété du mouvement Terre de Liens, qui est assez connu dans une niche aujourd'hui, mais on a besoin de plus le faire connaître au niveau du grand public. Et ce développement, notamment des ressources, va être au service de notre deuxième axe stratégique, qui va être de viser l'excellence avec nos paysans et nos paysannes. C'est-à-dire qu'on va favoriser l'exemplarité des fermes Terre de Liens à travers la création au niveau de la fondation et la coordination de programmes thématiques. On vient de lancer un programme thématique sur la biodiversité, on va lancer sur un programme sur l'adaptation au dérèglement climatique, sur les énergies renouvelables, sur
l'exemplarité de la gestion de nos bâtiments agricoles et logements dans lesquels sont nos paysans et nos paysannes. Et en fait, ça, c'est des programmes qui sont coordonnés au niveau national. Et par exemple, pour donner un élément très concret, plus de 70% des financements qu'on a sur ces programmes-là, qui sont créés ou en cours de création, vont directement pour les associations territoriales et pour nos fermiers qui, eux, relaient cet accompagnement sur le sujet. Ils sont formés, ils permettent de capitaliser, de pouvoir transmettre sur le terrain des actions concrètes et un savoir à nos paysans et de mener directement sur nos fermes des diagnostics et la création de projets qui vont aller favoriser, par exemple, la biodiversité sur les fermes. Et donc, du coup, on a un autre enjeu qui va être également de diffuser l'expertise de Terre de Liens sur les territoires. Donc, du coup, on va développer et capitaliser des éléments au niveau national qui vont être diffusés ensuite auprès de nos associations territoriales qui elles-mêmes vont diffuser cette expertise auprès de collectivités, auprès de particuliers et auprès même d'entreprises qui travaillent sur le sujet du foncier agricole. Et enfin, du coup, un des axes stratégiques, le dernier axe stratégique va être de soutenir un ancrage territorial. Pour nous, c'est très important du coup de pouvoir ancrer nos actions sur le territoire et renforcer les moyens de nos associations territoriales, soit nos moyens financiers et du coup par là les moyens humains, pour mieux accompagner et plus accompagner les cédants et les nouveaux paysans qui souhaitent s'installer sur des terres agricoles, de pouvoir renforcer leur capacité d'accompagnement et d'instruction. Il faut savoir que le temps d'instruction d'une ferme, entre le moment où on identifie un paysan ou une paysanne qui va céder leur terre et le moment où on installe un nouveau paysan ou une nouvelle paysanne, il va se passer 2 ans. Donc, ce temps d'instruction est très long et on a besoin de renforcer aujourd'hui nos moyens sur le terrain et le fonctionnement pour pouvoir accompagner ces instructions. Et enfin, du coup, on va accompagner aussi par les ressources qu'on va développer des nombreux projets territoriaux innovants qui vont être menés ou impulsés par nos territoires. On a par exemple un des nouveaux projets qu'on lance. On a notre association territoriale en Alsace qui a identifié l'enjeu du foncier religieux et identifié que les institutions religieuses sont propriétaires d'un grand nombre de terres agricoles qui sont aujourd'hui très peu exploitées. Et donc, du coup, de pouvoir voir si on pouvait les accompagner. Très concrètement, la Fondation a apprécié et a jugé très intéressant ce sujet-là, a mis les moyens financiers pour mener une première étude qui a été très concluante sur le sujet. Et donc maintenant, on crée un poste à partir de septembre sur l'accompagnement du foncier des institutions religieuses qui va pouvoir permettre de capitaliser ce qui va se passer en Alsace, mais également d'aller tester sur d'autres territoires afin de déployer au niveau national l'accompagnement des institutions religieuses pour une agriculture responsable. Merci beaucoup Hugo, c'est super riche. Moi, je me représente Terre de Liens finalement comme un écosystème. Alors, tu as dit fondation opératrice, mais c'est un écosystème opérateur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une interrelation extrêmement étroite entre la foncière, la fondation et les associations territoriales, raison pour laquelle d'ailleurs, je t'ai mobilisé dans cette session Fondation Ancrée. Et justement sur ce volet-là, moi j'ai une petite question en attendant que la salle se réveille et pose des questions, qui est ces bénévoles, plus de 1000 bénévoles, c'est pas rien. Je crois que tu m'avais évoqué que les associations territoriales ont des groupes locaux. Et donc, jusqu'où va ce maillage territorial et quels sont les profils de ces bénévoles? Alors, en effet, chaque association territoriale a des bénévoles qui agissent au sein de groupes locaux. C'est une démarche qui a été identifiée par Terre de Liens, qui est très territoriale et du coup très ciblée, parce que pour toutes les activités qu'on mène autour des terres agricoles, et ça va être
l'ancrage territorial va être vraiment nécessaire au plus près des collectivités, des communes, des élus, des paysans. Et avec, on est sur une activité qui est très disparate en fonction des territoires. Et c'est ça qui nous nécessite du coup la création de groupes locaux qui vont, et ces bénévoles vont pouvoir mener notamment des actions de sensibilisation qui vont être la diffusion d'un film un soir sur leur territoire, qui vont être l'identification et la sensibilisation de différents paysans qui vont se rapprocher de la retraite et donc du coup qui vont commencer à réfléchir à céder leur ferme. Ils vont également mener, on a créé par exemple depuis des ans une commission plaidoyer au niveau national qui est portée par la fédération et donc du coup qui vont décliner ces actions de plaidoyer auprès des politiques territoriales et donc du coup des élus. Donc c'est à la fois c'est un échange qui se fait où au niveau national, on va apporter des outils et des éléments pour pouvoir travailler au mieux sur des thématiques sur le terrain et en même temps qui est pour nous indispensable, qui est une remontée des projets terriens ou des idées ou de ce qui se passe tout simplement sur les territoires pour qu'on réfléchisse et qu'on mène au mieux des actions qui soient nécessaires. Sur le profil, je n'ai pas répondu exactement sur le profil, il est assez disparate le profil des bénévoles Terre de Liens, profil de personnes plutôt quand même très engagées sur les sujets de protection de l'environnement de manière assez large. Et après, en termes de tranche d'âge plutôt âgé comme profil, on a un vrai enjeu de renouvellement, pas que des paysans au sein de Terre de Liens, mais également de renouvellement des générations de nos bénévoles, qui est un des enjeux pour nous dans les années à venir. Merci Hugo. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je regarde la salle, mais je regarde aussi l'écran. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé dans ces témoignages? Qui vous questionnent? Alors, au moins vous dire que moi, j'y ai perçu, donc on est sur ce premier volet de prise de connaissance. Moi, j'y ai perçu, en fait, l'intérêt d'avoir deux profils ancrés différents. Le premier, pour moi, le MMS, mécène solidaire, en fait, c'est un fonds de dotation, mais qui, comment dire, est ancré sur le territoire par un certain nombre de maillages externes, partenariaux, je vais te dire comme ça, ou interacteurs avec une pénétration directe dans, on va dire, du champ associatif et du champ économie sociale et solidaire au sens large, et une relation affinitaire plutôt avec la collectivité du fait même de son histoire. Et donc ça, je pense que c'est un marqueur. Par contraste, finalement, Terre de Liens, on a affaire à un écosystème qui déjà en soi est un réseau. Si je vais jusqu'aux bénévoles locaux, on est dans cet écosystème ancré, puisque même si la fondation, bien qu'elle soit dans la Drôme, est de dimension nationale, elle est finalement, c'est à chaque fois l'écosystème avec la foncière, la fondation et l'association territoriale qui interpénètrent le territoire. Et le deuxième élément de différenciation, c'est qu'ici, on est sur un réseau ciblé, c'est-à-dire que finalement, l'écosystème de l'enjeu de la question, on va dire, transmission des terres, installation des terres, paysannerie, est un enjeu qui est un système d'acteurs, me semble-t-il, relativement singulier. Voilà. Là où je vois le fonds de dotation MMS dans un système beaucoup plus diffus, en fait. Voilà, pour vous dire comment moi j'ai perçu et ce qui fait que j'ai interpellé ces deux acteurs-là. Est-ce que d'autres fondations autour de la table voudraient intervenir ou se situer ou comme fondation ancrée? Alors,
peut-être la dotation d'action territoriale. Je ne sais pas si vous estimez que vous êtes une fondation ancrée. En tous les cas, votre action est ancrée. Est-ce que ça vous évoque des choses, des systèmes d'acteurs dont on parle? Oui, alors d'abord, un tout petit commentaire effectivement sur Terre de Liens. Je trouve ça très intéressant d'avoir pu écouter cette association de différents outils juridiques aussi, très spécifiques à ce secteur-là, qui sont nécessaires pour pouvoir accompagner les acteurs qui sont en difficulté sur le sujet. Je le dis aussi parce qu'il se trouve que mon frère est agriculteur et confronté à ces problématiques, donc je vois très bien le sens que ça peut avoir effectivement. Donc je trouve ça super de développer ce type de structure finalement multi-outils qui permet de répondre à ces problématiques très très spécifiques. Pour revenir peut-être sur Break Poverty, effectivement, la dotation d'action territoriale, donc, alors nous, juste d'un point de vue juridique, on est donc un fonds de dotation et une association, puisqu'on avait comme Metz Mécène Solidaire, l'évoqué tout à l'heure, la contrainte en fait de ne pas pouvoir toucher de fonds publics sur le fonds de dotation. Or, le déploiement de la dotation d'action territoriale est aussi soutenu par la stratégie pauvreté. Donc finalement, on a créé l'association Institut Break Poverty. Alors en fait, c'est la même équipe, hein, on travaille tous ensemble, mais on a créé ces structures pour justement avoir cette souplesse, et c'est finalement l'Institut Break Poverty qui porte l'accompagnement des acteurs dans les territoires. Et donc la dotation d'action territoriale, elle vise vraiment à créer une alliance sur un territoire qui va s'adapter à ce territoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout une seule DAT, bien au contraire. Et donc, ça fait complètement écho à ce qu'on vient d'évoquer là. Chaque territoire va vraiment créer son propre écosystème d'acteurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des porteurs très variables d'un territoire à un autre, qu'ils soient d'origine privée ou d'origine publique, hein, que ce soit des fondations territoriales, des associations, des incubateurs, des clubs d'entreprise ou la collectivité elle-même. On a tous les modèles parce que finalement, sur chaque territoire, il faut se reposer la question de comment l'alliance va pouvoir prendre vie et quelle sera la meilleure configuration d'acteurs pour l'animer. Et c'est très, très différent. Alors évidemment, c'est très différent en fonction de l'aspect urbain ou pas urbain du territoire. On n'a pas encore de DAT très, très rural, mais on a des bonnes pistes là. Donc on espère qu'on va en avoir quelques-unes qui seront un peu moins orientées grande ville, on va dire. Mais évidemment, c'est un modèle qui s'applique beaucoup plus quand même à des territoires où il y a un tissu économique assez dynamique. Donc, on ne pourra pas aller sur de la ruralité très forte. En tout cas, c'est une alliance très souple qui n'a pas de structure juridique, justement. Une DAT, c'est pas du tout, il n'y a pas d'existence juridique. C'est vraiment juste une volonté de collaborer tous ensemble. Et c'est un acteur fondamental qui va animer la démarche, et c'est sur lui que repose la vie de cette alliance. Donc c'est encore un modèle un petit peu différent. Finalement, il n'y a carrément pas de structure. Ça peut évoluer vers une structure juridique. On a le cas là sur la toute première DAT qui avait été lancée il y a 4 ans. Les entreprises de Romans-sur-Isère sont en train de se structurer en club d'entreprise. Donc on voit ça peut initier ce type de mouvement, mais l'alliance peut parfaitement exister sans structure juridique. Donc, il faut vraiment s'adapter à chaque fois, à chaque sujet et à chaque territoire. Je pense que d'un sujet à un autre aussi, on n'a pas du tout les mêmes besoins. Voilà. J'en profite pour faire un petit teasing. C'est un peu la raison pour laquelle je voudrais faire des études de cas, c'est que je pense que si on veut aller plus loin, il faut rentrer un peu dans des spécificités territoriales et que c'est important. Alors, est-ce que d'autres questions? Je ne vois rien venir. Dire un mot, parce qu'effectivement, j'ai eu le plaisir de revoir Aurélie, puisque Metz Mécène Solidaire travaille très bien avec la Caisse d'épargne Grand Est Europe, et plus spécifiquement avec le fonds de dotation de la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Nous, on y trouve notre intérêt au niveau local. Et vous aussi, il me semble, à la fois pour faire de la prescription de projets, partager une expertise, partager un réseau. Je ne sais pas si tu as pu en dire un mot, parce que je me suis absenté malheureusement, mais peut-être que tu as aussi peut-être ton regard là-dessus en lien avec une... Ok, bah super alors. Mais Aurélie, tu peux peut-être préciser, c'est-à-dire qu'il y a une expérience là de collaboration interphilanthropique, voilà, qui est intéressante.
Ouais, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'au final, on a commencé la relation avec la Caisse d'épargne sur du mécénat en compétences. On a eu quand même une collaboratrice à temps plein pendant 3 ans et demi qui a intégré du coup nos équipes à Metz Mécène Solidaire, enfin nos équipes qui est venue me rejoindre, on était 2. Du coup, ça a permis quand même de développer bien plus vite Metz Mécène Solidaire. Et en même temps, on a été ensuite aidé financièrement et ça nous a permis aussi de proposer à la Caisse d'épargne de rejoindre directement notre conseil d'administration et d'avoir encore un rôle plus important. Et la personne qui représente la Caisse d'épargne au sein de notre fonds de dotation, du coup, est la personne qui est en charge du fonds de dotation. Voilà, on a des liens très proches et ça, c'est extrêmement intéressant. Et je travaille étroitement aussi avec la personne qui instruit les dossiers de la Caisse d'épargne. Donc, il est clair qu'on a beaucoup de nos mécènes, notamment, alors qui sont plus des partenaires que des mécènes d'ailleurs, notamment tout ce qui est caisse de retraite, qui se servent finalement de Metz Mécène Solidaire comme de sourcing pour aller chercher des projets qui ensuite correspondent à leurs propres critères. Et du coup, on avait fait une étude avec le rameau et c'est vrai que c'était intéressant de voir tous les liens. On a développé aussi un projet qui s'appelait Parlons Cash de bonne éducation à la gestion budgétaire. Et donc, c'était intéressant de voir en fait que ma collaboratrice a fait cette étude sur Parlons Cash et l'a déployée. Et depuis, donc maintenant, elle est partie et elle a rejoint la Caisse d'épargne et elle s'occupe du fonds de dotation de la Caisse d'épargne. Donc, l'histoire est bouclée. C'est beau parcours. Il y a une question de Frédéric dans le chat. Selon les territoires, donc Frédéric Doé de la Fondation RTE, selon les territoires, il y a des foncières solidaires agricoles qui se créent. Comment Terre de Liens voit ces coopérations avec ces nouveaux acteurs? Du coup, il y a en effet des foncières qui se créent, des foncières qui sont même été initiées par des acteurs de Terre de Liens. On en a notamment une dans le Pays de Loire et une dans le Pays Basque. Nous, on trouve ça très intéressant. On a, je vous le précisais tout à l'heure, on a les territoires sont tous très spécifiques en lien avec cette question du foncier agricole et de la manière de le gérer et de l'appréhender. Et pour vous dire même, on a, alors ce sera validé en conseil d'administration demain, mais je vous donne quand même l'info. Par exemple, on a la foncière Lufthansa, qui est une foncière du foncier agricole du Pays Basque, qui va devenir fondation abritée sous égide de la fondation de Terre de Liens. Et nous, on trouve ça très pertinent de pouvoir les accompagner. Et on va notamment les accompagner sur notre expertise liée. Ils ont des legs et des donations en cours en patrimoine et pouvoir les accompagner également sur le développement de leur collecte. Donc nous, on est plutôt très intéressés par ce type de foncière qui se crée sur les territoires. La vigilance qu'on a, c'est pour des structures qui ne sont pas forcément sous forme de foncière ou des structures, des startups qui peuvent se créer en ce moment. On a juste des éléments, des vigilances sur le respect des valeurs que nous, on porte au sein de Terre de Liens. Notre foncière, elle ne rémunère pas nos actionnaires. C'est pour nous un des critères essentiels. On inscrit un bail rural environnemental dans tous nos baux. On assure une biodiversité et on assure que la terre agricole reste un bien commun à vie. C'est vraiment notre objectif. On ne veut pas, par l'action de foncière, qu'il y ait une spéculation qui puisse être réalisée. C'est contre ça qu'on lutte, contre la spéculation des terres agricoles. Et donc, du coup, c'est notre point de vigilance sur certaines structures qui peuvent se créer en ce moment. Alors, merci pour le petit mot de point de vigilance, parce que justement, c'était leur tour, c'était la deuxième partie sur laquelle moi je souhaitais vous faire intervenir et vous interpeller. Sur cette question de justement, avec vos profils singuliers à chacun, dans ce rapport au territoire et en relation avec l'ancrage de votre structure ou de votre écosystème sur le territoire,
quels sont un peu pour vous les principaux ressorts et points de vigilance? Alors Frédéric, je te propose, je garde ta question pour Hugo dans la suite justement avec la question des ressorts et points de vigilance, ça pourrait aller avec. Frédéric nous évoque l'enjeu des dispositifs territoriaux comme les programmes alimentaires territoriaux et de savoir si vous y êtes associé, notamment pour développer la production locale bio. Donc, je te mets ça dans ta sacoche. Alors, peut-être du coup, Hugo, si tu peux poursuivre, mais sous l'angle ressort et point de vigilance et en prenant cette question. Oui, merci. Sur l'angle ressort, je pense que je l'ai un peu développé déjà tout à l'heure. Pour nous, c'est vraiment la fonction que va mener nos associations territoriales et qui est essentielle pour une fondation comme la nôtre, comme un mouvement citoyen comme le nôtre, cette fonction de repérage et de veille active sur le territoire à travers le réseau qui peut être développé, des projets très spécifiques qui peuvent être développés sur un territoire. Donc ça, pour nous, c'est un vrai ressort et une force pour Terre de Liens, avec toutes ces actions de sensibilisation, d'accompagnement à l'acquisition et ce développement très territorial qu'on a dit sur les groupes locaux. Pour plus développer sur les points de vigilance, aujourd'hui, nous, on est dans un moment où on a besoin de changer d'échelle. Je vais vous donner les grands chiffres sur les enjeux dans les 10 ans. Nous, aujourd'hui, on est certains acteurs aujourd'hui reconnus sur la préservation du foncier agricole. On a nombreuses actions, on a 300 fermes, mais ce qu'on dit, c'est très bien d'avoir 300 fermes aujourd'hui, mais il y en a 150 qui disparaissent par semaine. Et donc, du coup, on se doit de changer d'échelle, on se doit de renforcer notre notoriété et donc, du coup, d'accélérer le développement de nos ressources et de nos moyens au niveau national. Et la vigilance qu'on va avoir, c'est d'avoir la capacité de nos associations territoriales à suivre cette vitesse nécessaire de changement et notamment de pouvoir accompagner nos associations territoriales sur leur modèle économique, sur notre capacité à pouvoir on ne le fera pas seul, ce changement d'échelle, il n'y a pas seulement Terre de Liens, il faut qu'on mobilise d'autres acteurs, que ce soit des particuliers, des entreprises, des propriétaires de fermes privées, même des fondations abritées qui peuvent en être propriétaires. On va devoir démultiplier cet impact en accompagnant, grâce à notre expertise, cet acteur. Et du coup, on doit accompagner ce changement d'échelle en même temps, d'un point de vue ressources financières, ressources humaines, et en même temps accompagner une conduite du changement auprès de nos associations territoriales pour pouvoir réussir à s'ouvrir à l'extérieur, pouvoir réussir à comprendre. C'est très difficile, hein, j'imagine bien pour un bénévole demain de dire peut-être il va travailler sur une prestation pour une collectivité, une prestation pour une entreprise, et on se doit de pouvoir réaliser cette conduite du changement et accompagner au mieux nos acteurs. Donc nous, ça va être vraiment c'est de pouvoir réussir à mener l'ensemble du mouvement de Terre de Liens à la même vitesse, avec les mêmes objectifs. Et quand on est 120 salariés de 21 structures différentes et plus de 1000 bénévoles qui agissent au quotidien sur nos projets, ça va être un jeu de bouger ce mouvement en même temps et un vrai point de vigilance pour nous. Okay. Petite question complémentaire, parce que moi, il m'avait semblé comprendre qu'il y avait une réflexion dans ce changement d'échelle, y compris sur l'évolution de vos modes de fonctionnement croisés, éventuellement des choses qui viennent toucher la gouvernance. Là-dessus, est-ce que tu souhaites dire 2 mots? Oui, en effet, une des manières d'accompagner du coup ce développement de nos associations territoriales, c'est que ce soit la foncière,
sur ces métiers de gestion locative ou des gestions de patrimoine et la fondation, plus de 50% des postes qu'on est en train de créer sont des postes qu'on met sur les territoires, c'est des personnes qui seront directement sur le territoire. Par exemple, on crée des postes de développement et de partenariat pour développer le mécénat au sein du territoire et aider les associations territoriales à renforcer leurs moyens financiers et à renforcer leur autonomie. Et donc, du coup, on met des personnes à 100% à disposition des associations territoriales pour pouvoir travailler sur le sujet. Donc, ce n'est pas tant une action sur la gouvernance pour développer ces ressources, mais plus vraiment au niveau opérationnel. Ce qu'on fait au niveau de la gouvernance, peut-être je peux citer, c'est qu'on est en train de travailler sur comment mieux représenter le territoire au sein des instances comme un conseil d'administration, par exemple, de la Fondation. Aujourd'hui, on n'a plus de fermiers, par exemple, comme administrateur ou administratrice de la Fondation. On a des représentants des associations territoriales. Mais voilà, on est sur une réflexion de comment mieux ancrer le territoire au sein de la gouvernance. Ça, c'est un sujet qu'on n'a pas encore résolu. Eh ben, c'est une vraie question passionnante. Est-ce que il y a des questions particulières pour Terre de Liens avant de passer la parole à Aurélie? Je ne sais pas si je réponds maintenant, du coup, sur les dispositifs territoriaux, programmes alimentaires. Avec les programmes alimentaires territoriaux, oui. Il y en a partout maintenant. Oui, il y en a partout et Terre de Liens est très régulièrement associé. Le dernier, moi, que j'ai en tête et qui est en train de se mettre en œuvre, c'est avec la ville de Paris, qui a pour objectif, je ne sais plus à quelle date exactement, mais du coup, d'avoir toutes ces cantines, ces restaurations collectives en bio. Et donc, du coup, fait appel à l'expertise de Terre de Liens pour pouvoir acquérir des fermes, pouvoir installer des paysans en bio et sur un territoire de 200 km autour, 250 km pardon, autour de Paris pour pouvoir alimenter leur restauration collective. C'est super. Florian, tu peux prendre la parole. Merci Lucille. Oui, quand je me suis présenté au titre de l'Institut français du monde associatif, mais il se trouve que j'ai été avant 21 ans à la Fondation de France et qu'avec Martine Gruer, nous avons lancé ensemble le programme Dynamique territoriale. Et je voulais rebondir, c'est plus une réaction rebond qu'une question sur l'ouverture de la gouvernance sur le territoire, parce que Lucille, tu disais en introduction que dans les objectifs du cercle, il y avait dans les réflexions, il y avait cette question de gouvernance fondation et gouvernance territoriale. Et c'est simplement un point effectivement d'insistance sur le fait que dans le monde des fondations et des associations, d'ailleurs, on a tendance à considérer la gouvernance beaucoup comme un sujet d'organisation collective interne de l'intelligence, des questions de gestion, etc. Or, il y a vraiment un enjeu d'ancrage du projet de l'organisation, du projet de la Fondation dans son territoire, dans son écosystème, à ouvrir cette gouvernance sur des représentants de cet écosystème. C'est vraiment une façon aussi de faire levier sur son environnement, voire sur les politiques de droit commun. Donc, je trouve que c'est vraiment un sujet assez passionnant, à la fois dans le mode d'organisation de la philanthropie territoriale, mais dans ce que la philanthropie territoriale peut aussi impulser dans ce qu'elle soutient et dans les projets qu'elle peut soutenir et financer. Voilà, c'est tout. Merci. La gouvernance comme outil de la philanthropie territoriale. Magnifique sujet. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui, moi j'aurais une toute petite question, puisque c'est un sujet auquel on est nous-mêmes confrontés dans le cadre du déploiement de la DAT. Comment gérez-vous, que ce soit Metz Mécène Solidaire ou Terre de Liens, ou tout acteur présent ici, comment gérez-vous dans ce type d'action territoriale la question politique, puisque les acteurs politiques sont évidemment des acteurs incontournables sur les territoires,
Comment les inclure, mais sans dépendre d'eux. Nous, c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire. Maintenant, on a du recul quand même sur 25 DAT lancés. On sait qu'ils sont d'une certaine manière indispensables, mais qu'en même temps, c'est parfois mieux de ne pas forcément dépendre directement de la volonté politique locale. Nous, on veut bien sûr que la DAT reste un dispositif complètement apolitique et on insiste beaucoup là-dessus, mais on sent que c'est une question qui revient souvent. On a des territoires où le politique est pas du tout présent, voire absent, mais généralement, c'est quand même un acteur incontournable et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un petit peu vos retours là-dessus, avec des points de vue très variables en fonction des deux actions que vous portez. Alors, est-ce que nos intervenants veulent répondre? Et puis, il y a Florian qui a demandé la parole. Hugo? Oui, je veux bien commencer. Nous, au quotidien, ce que je disais, on travaille vraiment avec les politiques. Ce que je peux ajouter par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que, on travaille au quotidien parce que des projets sont portés par les communes, par les collectivités. On a, nous, après, une action aussi de plaidoyer et de lobbying qu'on est en train de structurer pour faire porter pour porter notre sujet du foncier agricole et qu'on est en train d'inclure. On a créé l'année dernière et lancé le rapport foncier des terres agricoles en France pour faire un état du foncier agricole et de pouvoir partager notre expertise. C'est quelque chose qu'on a porté, qu'on a sorti juste au moment des présidentielles. On le porte également là, on l'a porté également au moment des législatives. Donc c'est à la fois des partenaires locaux et politiques qui sont essentiels pour mettre en œuvre nos projets et à la fois aussi des acteurs qu'on identifie pour pouvoir porter notre sujet au niveau politique et mettre en place des lois ou des actions très concrètes sur les territoires pour accompagner dans notre sens. Et pour ce qui est de Metz Mécène Solidaire, clairement, en fait, la démarche de mécénat de la métropole était portée en régie directe, en interne à la métropole. Et donc, le fonds de dotation est un véhicule de collecte autonome, du coup, juridiquement autonome. Et ça, c'était pas... c'était vraiment un fait exprès justement dans la pérennité parce qu'on sait très bien que voilà, il y a des valses politiques qui peuvent faire qui peuvent mettre en jeu du coup la pérennité de l'outil. Et ce qui était fait, c'est que du coup nous avons dans notre board du coup des élus qui représentent du coup la ville, la métropole. Donc au changement, et il y a eu un changement politique, on a eu d'autres élus qui sont venus. On a tenu à refaire ce séminaire de valeurs, d'ADN, pour être sûr que les personnes qui nous rejoignaient partageaient toujours cet ADN et ces valeurs. Ils nous voient plutôt quand même positivement puisque on finance quand même des projets qui des fois ne peuvent pas être financés par la collectivité, donc on vient en appui évidemment. Maintenant, il a été aussi très clair et mon président n'a pas trop mâché ses mots au moment où Metz Mécène a été créé pour dire que voilà, il n'avait pas un joystick en haut de la tête pour du coup choisir et financer les projets que la mairie ou la métropole ne voulait qu'on finance à leur place. Ça a été très clair. Et du coup, comme finalement avec notre système d'audition, on vote tous. Alors, on vote sauf évidemment les équipes, mais sinon on vote les entreprises. Les administrateurs votent, donc finalement le chef d'entreprise grand mécène qui nous soutient pendant 3 ans va avoir la même voix que l'élu qui représente le social par exemple. Florian, tu voulais intervenir? Oui, avec deux remarques. Le préalable, c'est de dire que cette question de la juste distance avec le politique, elle est importante quand on est dans la philanthropie privée. Et plus on va se rapprocher d'un territoire, plus les interactions seront fortes, donc cette question sera prégnante. Comme on est dans la philanthropie privée, effectivement, on est en complémentarité avec les pouvoirs publics. Donc la question de l'instrumentalisation, elle est aussi importante, l'instrumentalisation du projet par le politique. Et en même temps, si on veut avoir un impact sur le territoire, faire système, l'articulation avec le politique, elle est aussi indispensable. Donc
je sais quand on avait lancé Dynamique territoriale, il y avait une première question qui avait été celle de la temporalité, où on avait été en lancement du programme plutôt dans une logique d'information des collectivités du territoire pour une bonne articulation, mais avec cette forme de juste distance. Et puis, le programme avançant, on s'était permis d'aller un peu plus loin dans des connexions plus fortes. Donc, il y a cette question de la temporalité. Puis après, dans les modalités, je pense qu'il y a vraiment un spectre, c'est-à-dire informer, consulter dans la phase de diagnostic, c'est quelque chose qui semble important. Et puis après, il y a aussi cette question de la modalité de partenariat ou d'alliance, qui peut être aussi une façon de s'articuler, mais chacun chez soi en fait. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi dans le levier des partenariats et des alliances, qui est d'articuler aussi les gouvernances et en restant bien dans son périmètre. Et puis dernière chose, c'est que dans les formes de gouvernance, il y a impliquer dans son CA, c'est une chose, mais il y a aussi mettre en place des instances ad hoc. Je sais que les comités de pilotage, c'est des outils qui fonctionnent très bien pour s'ouvrir à son écosystème et impliquer des membres de son CA, mais aussi des partenaires du territoire, et avec un périmètre, un rôle, une fonction qui n'est pas de décider du projet de la Fondation ou de son évolution. Merci Florian. Aurélie. Alors Aurélie, je t'inviterai du coup aussi à prendre la parole pour nous présenter voilà, ressorts et points de vigilance pour vous. Alors, juste pour finir sur le lien avec les collectivités, et ça, moi, ancienne technicienne de collectivité, j'y tenais énormément. Ce qu'on fait également, et ce qui est important, c'est que MES Solidaire, du coup, demande en fait, avant les auditions, des avis consultatifs à tous les services du coup de la ville, de la métropole, du CCAS, du département, mais aussi des personnes qui ne sont pas forcément dans notre gouvernance, comme l'ADEME, l'ADREAL, enfin voilà, on demande des avis consultatifs sur les projets pour nourrir en fait l'expertise lors de l'audition, pour mieux comprendre, pour savoir si les indicateurs pour mesurer l'impact social et environnemental, ils sont cohérents. Si le projet est déjà financé par la collectivité, s'ils connaissent l'association, ça nous permet vraiment d'avoir une photographie assez juste. D'ailleurs, des fois, on arrive à avoir, du coup, même, on se rend compte qu'il y a des porteurs de projets très habiles qui arrivent à émerger à chaque collectivité. Mais ça, c'est vraiment intéressant aussi d'avoir cette expertise-là des techniciens des collectivités sur, quand c'est un projet de prévention des déchets, ça va être le service qui va répondre, le service de la cohésion sociale, le service développement durable, et ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose de très fin en fait sur le projet. Je veux bien du coup passer au point de vigilance si Lucille est d'accord. Alors du coup, juste pour finir par rapport à MES Solidaire, des enjeux de développement. Un écueil sur lequel on est fréquemment tombé, c'est que les chefs d'entreprise me disaient, mais moi je trouve ça génial de ce que vous faites à MES Solidaire, mais je voudrais qu'on aille plus loin et j'aimerais que du coup mes salariés soient partie prenante. Sauf souvent, ça restait souvent des vœux pieux parce que faute de temps, il avait du mal à mobiliser ses salariés et du coup, on s'est dit qu'à MES Solidaire, il fallait qu'on soit beaucoup plus volontariste et donc on a mis en place une action qui s'appelle le filament. Donc c'est un catalogue qui recense toutes les associations et tous les projets qu'on soutient. Et dans ce catalogue, en fait, par association, il y a tout ce qui peut se faire en collecte. Alors, il y a des assos dont ça se prête moins, mais par exemple, la Cravate Solidaire fait des collectes de costumes. Donc, ça peut être fait en entreprise. Tout ce qui peut être fait en team building. Il y a de plus en plus d'associations sur lesquelles on les aide à travailler des offres de team building pour pouvoir, du coup, permettre de développer aussi de la ressource propre et puis, du coup, de faire rentrer les salariés team building avec une notion, une coloration très solidaire. Et puis tout ce qu'elle propose, l'association, en mission de bénévolat ou mécénat de compétences. Typiquement, j'ai besoin d'un RH pour faire un contrat de travail. Voilà. Donc là-dessus, en fait, ce filament, c'est vraiment une manière pour nous de faire ruisseler en fait la générosité jusqu'aux salariés. On a aussi un gros enjeu de bénévolat parce qu'on se dit que finalement les salariés, ça reste des citoyens lambda qui peuvent très bien devenir des bénévoles de demain pour les associations, des bénévoles peut-être plus jeunes. Et c'est ce qui se passe également, puisque du coup, on a déjà des salariés qui sont devenus bénévoles très actifs dans des associations et bien sûr, on s'est effacé depuis. Et donc, je veux bien qu'on passe la petite diapo qui suit.
Donc ça, c'est un des constats de développement et donc ça, c'est en train de prendre vraiment et c'est agréable. Mais on voulait aussi vous montrer, enfin, je voulais vous montrer aussi tout ce qu'on fait en plus, en fait, de ce soutien financier. Beaucoup de nos associations nous disent que lorsqu'ils rentrent à Metz Mécène Solidaire, ils rentrent dans une famille un peu bienveillante. Je disais à Lucille qu'on faisait beaucoup de dentelles et alors, on les forme, on a des sessions de formation à la mesure de l'impact social et environnemental, aux relations presse. En fait, on est assez, du coup, opportuniste sur ces actions de formation parce que souvent, j'ai des entreprises qui veulent nous rejoindre et qui des fois ne savent pas de quelle manière. Et si je vois qu'elles ont dans leur portefeuille une action de formation, on peut les proposer du coup à nos porteurs de projets. On les invite donc à beaucoup d'événements, ce qui permet énormément de synergie entre associations. On croit beaucoup au coportage et au développement de projets de l'économie sociale et solidaire plus fort grâce à des associations entre associations. On les aide à la diversification donc, du modèle économique. Alors, on a une rubrique Don Coin, c'est un peu anecdotique, mais quand même, ça fait lien. C'est-à-dire que bah, là, encore, il y a une semaine, on donnait des pieds de fraises et de tomates parce qu'on a un paysagiste qui avait des choses à donner. Mais on donne des classeurs, de la vaisselle, enfin, on a donné des tas de choses, du coup, à des associations. Et ça, c'est quelque chose de très pragmatique pour les entreprises, mais qui leur plaît beaucoup parce que ça fait rentrer la générosité dans l'entreprise. Et puis, du coup, on les accompagne également pour la recherche de fonds complémentaires. D'ailleurs, je renvoie régulièrement des projets, notamment en fonds de dotation de la Caisse d'épargne. Enfin voilà, on renvoie à plein d'autres acteurs philanthropiques ou à des appels à projets plus nationaux. Je veux bien qu'on passe la slide suivante. Et puis, du coup, ça, c'est un des enjeux, du coup, assez forts parce que, du coup, depuis juillet 2021, on a créé une autre association. Donc, comme disait Break Poverty Foundation, on n'est pas éligible à des fonds publics et, du coup, il nous semblait important aussi de créer une association pour porter 2 autres pôles. En fait, on a outillé la chaîne d'appui de l'économie sociale et solidaire, mais en amont. Donc, on a créé, en fait, une fabrique à initiative et un incubateur qui s'appelle, du coup, le Filon. C'est 2 pôles au sein du Filon. Ça part d'un constat, finalement, des projets très innovants socialement, comme la conserverie locale dont je vous parlais au début. On s'est rendu compte qu'on n'en avait pas une vingtaine qui arrivaient naturellement par an à être financés à Metz Mécène Solidaire. Et ça, c'était une petite frustration de mon président qui voulait en voir encore plus. Et pour autant, on s'est dit que des enjeux sociétaux, environnementaux et sociaux, il y en avait encore pléthore. Et donc là, on a vraiment, avec la méthodologie Avise portée par France, et avec France Active, on a lancé cette fabrique à initiative. Donc là, on part des besoins non couverts du territoire pour créer un collectif de porteurs de projets, enfin un collectif de partenaires et ensuite trouver le porteur pour qu'ensuite il soit incubé. Une fois qu'il est incubé par le Filon, il vient à Metz Mécène Solidaire pour demander de l'argent. Donc on a essayé vraiment d'outiller la chaîne d'appui de l'économie sociale et solidaire. Et ça nous semblait fondamental. Ça nous permet aussi de passer un palier parce que on est plus nombreux dans l'équipe, on a mutualisé des postes. Enfin voilà, il y avait aussi tout ce back-office qui était extrêmement important pour nous et on est de plus en plus reconnu comme un acteur de l'économie sociale et solidaire avec ça. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Ah, il y a eu un petit bug. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y a plus. Ah, j'avais enlevé les photos. Non, alors, du coup, j'avais mis quelques photos. En fait, l'idée, c'était de vous montrer, et on en parlait avec Lucille. Par exemple, une fois dans l'année, on organise une opération de collecte de boîtes à douceur pour les sans-abri au sein des entreprises qui font de Metz Mécène Solidaire. Et donc, c'était un des enjeux, c'était de montrer aussi que la solidarité pouvait rentrer dans les entreprises. Alors, ce que je disais, c'est un peu cosmétique. On sait très bien qu'on ne va pas réduire le problème du sans-abrisme avec des boîtes qu'on offre une fois par an à Noël. Mais malgré tout, souvent, quand je vais voir des entreprises, ils retiennent ça, ils retiennent cet exemple-là, parce qu'en fait, ils s'aperçoivent que Mercedes a fait rentrer des boîtes à douceur dans son garage, ce qu'il n'avait jamais fait. Ses salariés en ont entendu parler. Alors, c'est peut-être des choses très anodines comme ça, mais c'est des petites choses qui font rentrer la générosité, qui légitiment l'action aussi de mécénat du chef d'entreprise. Et pour finir dans les enjeux de développement de Metz Mécène Solidaire et pour permettre aussi des questions, on est en train de réfléchir et on y réfléchit activement au déploiement de la DAT avec Break Poverty Foundation, du coup sur un autre territoire de Moselle où on est moins présent pour travailler vraiment sur la jeunesse. Donc voilà, ça c'est aussi des enjeux de développement et
on est également en train de travailler sur comment on intègre de plus en plus dans l'écosystème le citoyen, notamment quand on voit les exemples de Community Foundation allemands dont parlait Lucille. Ça nous semble important d'intégrer vraiment le citoyen. Et donc là, on est en train de se dire que ce cap de développement, il passerait par un déploiement de la DAT dans un territoire non couvert et par aussi comment on intègre, alors avec peut-être des plateformes de match funding comme Aux Côtés font. Alors je ne sais pas si vous connaissez tout ça, mais c'est vraiment du coup de faire du coup du match funding avec le citoyen pour qu'il soit peut-être donateur au départ, mais qui se transforme en bénévole demain pour des projets qui sortiraient notamment du filon pour renforcer encore plus les projets qui naîtraient du filon. Merci Aurélie. Il y a des remarques. Écoute, super. Frédéric Doé souligne que la chaîne d'accompagnement de l'économie sociale et solidaire est remarquable. Avez-vous des partenaires pour aider le passage à l'échelle des projets qui s'y prêtent? Il y a quelqu'un qui nous quitte, qui s'appelle Federica Pavani, qui dit « Merci beaucoup pour cette conférence intéressante. Malheureusement, je dois vous quitter. » Bon. Donc déjà, peut-être sur la question de Frédéric. Alors des partenaires, évidemment, on en cherche tout le temps. Plus on est armé et plus on a des partenaires, mieux c'est. On est vraiment en train d'essayer de mailler le territoire et de travailler aussi. Alors, je suis bien consciente aussi qu'il y a peut-être des fondations peut-être nationales avec lesquelles on doit aussi créer des liens. La Break Poverty Foundation en est un exemple. Je pense qu'on a aussi peut-être des choses à échanger avec Terre de Liens pour voir comment, notamment en ruralité, on pourrait porter des projets ensemble. Parce que voilà, je pense qu'on a besoin et de partenaires très locaux, mais aussi de partenaires plus nationaux, peut-être avec une ingénierie à notre service, voilà. Mais alors, les partenaires sont là. Après, c'est toujours pareil, il faut que ça corresponde aux enjeux des uns et des autres. Mais par exemple, sur la thématique de la recyclerie du sport, là, on est en train de travailler et la recyclerie du sport est en train d'émerger. C'est vrai que du coup, quand avec la Fabrique Initiative, on arrive avec déjà le comité olympique et sportif, Décathlon, un club sportif, le FCMS, voilà, tout plein d'acteurs qui sont intéressés par le projet, ça garantit le succès et l'intérêt, c'est à chaque fois d'aller faire de la dentelle pour trouver les bons partenaires qui seront les plus efficaces pour développer le projet. Okay. Florian, je vois que tu as toujours la main levée. D'accord. Ok. Benoît Mounier de la Fondation Entreprendre, qui est avec nous ici, serait intéressé pour en savoir plus sur ce modèle du Community Foundation. Alors du coup, moi, j'en profite pour faire une petite tournée auprès de vous. C'est-à-dire, je suis en train de collecter, on va dire, les désirs. J'aime bien ce métier, collecter les désirs, ça me va bien. Je suis en train de collecter les désirs des uns et des autres en matière de, justement, sujets. Je l'ai déjà fait la dernière fois, je le ferai encore lors de la prochaine session qui est programmée, qui est donc une session, alors d'ailleurs avec l'intervention de la Fondation nationale Caisse d'épargne sur la stratégie philanthropique, enfin comment une structure comme la Fédération nationale des caisses d'épargne, dans le cadre de sa RSE, mobilise des outils et des véhicules philanthropiques. Voilà. Et puis, je suis en train de stabiliser pour cette séance du 21 septembre une autre fondation nationale. Je pense que je vais prendre Caritas. Je vais essayer de mobiliser Caritas pour qu'elle puisse nous parler des modes d'intervention de Caritas sur les territoires en tant que fondation nationale et fondation abritante. Sur alors, et du coup, au-delà, j'attends en fait pour organiser l'ordre des sujets, justement en fonction de vos attentes. Et donc, je vous invite à mettre par chat. Il y en a je vois quelqu'un qui était là la dernière fois, qui a déjà fait l'exercice. Mais je vous invite, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, à mettre par chat les sujets qui vous interpellent. Alors, notamment en lien avec tous nos échanges là, parce qu'il me semble qu'on rentre de plus en plus dans le cœur de la question de l'intervention territoriale des fondations. Et merci à Hugo et à Aurélie, vraiment, pour ces témoignages extrêmement riches. Je pense que le modèle du Community Foundation, on va y venir, mais on va y venir aussi à travers la traduction qui en a été faite en France par, justement, le cadre
de la fondation territoriale. Donc, ça pose vraiment la question de comment ça se déploie en Europe et dans le monde. C'est d'abord un réseau international aujourd'hui, le réseau des Community Foundations. Et puis, comment en France, on la traduit, quels sont les problèmes liés à cette traduction, mais quand il y a problème, il y a aussi opportunité. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire de ça aujourd'hui en France? Donc, ça fera partie de nos programmations. Voilà, je vous laisse voilà, dire vos désirs. C'est quand même super important. Ce cercle se nourrit de vos désirs. Et puis, je vais laisser la parole à Anne aussi. Pour du coup peut-être donner un petit info côté CFF. Côté CFF, merci Lucille pour cette conversation passionnante. Merci à tous ceux qui sont intervenus, Aurélie Reder et Hugo Arnaud, ou Arnaud Hugo, pardon. Et puis, merci à vous tous qui êtes restés attentifs et qui avez participé par vos questions. Donc, le cercle se poursuit. Vous savez qu'il y a des pages dédiées sur le site CFF qui sont alimentées régulièrement avec les comptes rendus, les captations audio et vidéo. N'hésitez pas aussi, entre les sessions, à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous souhaitez être mis en relation avec d'autres participants des sessions ou des adhérents sur des sujets tout à fait territoriaux, et même converser avec Lucille si vous le souhaitez, bien sûr. Et puis, juste dernière information concernant le CFF, puisque vous êtes presque tous adhérents. Donc, pour vous rappeler que jeudi 30, dans 2 jours, c'est l'AG du CFF. Également, ce sont les 20 ans du CFF, donc il y a une soirée à partir de 19h30. Vous avez dû recevoir communication et invitation, on vous attend bien sûr. Et pour l'AG, n'oubliez pas qu'on vous demande de voter et qu'il est possible cette année, tout à fait exceptionnellement, de voter à distance. Les instructions ont dû vous être envoyées. Sinon, vous pouvez toujours me contacter, et surtout ma collègue Aude Léotoin. Donc pour ce vote anticipé qui est possible jusqu'à demain 17h. Merci à vous tous. Bon été si on ne vous revoit pas en session territoire, en tout cas avant l'été, mais sans doute pour la plupart d'entre vous à jeudi. Merci. Au revoir. Merci à tous pour votre participation. Et oui, Aurélie, on va continuer à vous challenger. C'est un peu un enjeu pour ce cercle, je pense. Ça sera le mot de la fin. Merci à vous tous pour... Oui, j'ajoute un petit mot, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, mais juste pour remercier aussi tous les partenaires qui sont engagés auprès du cercle, qui permettent à ce programme, qui est vraiment un programme ambitieux pour le CFF, à se déployer sur 3 ans. Voilà, merci à vous tous également. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.